notre développement de cet intéressant colloque. Donc nous en sommes au troisième aspect de cette présentation, les testaments partage transgénérationnels. Nous vous avons la chance d'avoir deux éminents spécialistes, Bernard Vareille, professeur d'université, et Ludivine Fabre, notaire à Marseille. Je leur passe immédiatement la parole. Merci, Monsieur le Président, pour vous remercier de l'accueil chaleureux que nous avons trouvé ici, et évidemment pour remercier Sophie de l'organisation de tout ça. Cette assistance est très nombreuse, donc c'est extrêmement réussi. Alors, il nous incombe de traiter du testament partage transgénérationnel. Bien, nous venons avec une grande nouvelle, Ludivine et moi. Le testament partage transgénérationnel existe, nous l'avons rencontré. Alors, un mot déjà pour vous parler du testament partage lui-même. C'est une institution qui est un peu méconnue. Et c'est une institution qui est quelquefois sous-estimée, comme l'a écrit un auteur, parce qu'en réalité, il n'a pas de forme singulière, il n'y a pas de formalisme particulier pour le testament partage. Il emprunte la forme du testament. Ce qui fait qu'il est assez difficile de le distinguer, par exemple, d'une pluralité de legs d'attribution, vous savez, c'est-à-dire ces legs rapportables par lesquels, sans vouloir rompre l'égalité, le décujus entend attribuer un certain nombre de biens à des personnes désignées. En réalité, la qualification tient pour l'essentiel à un double critère, mais un critère qui n'est pas toujours facile à identifier. Je vous parle du testament partage en général. Le premier, c'est son caractère autoritaire. Le testament partage a un caractère extrêmement autoritaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est inspiré par une volonté autre que libérale. C'est ce que dit la théorie, mais on verra que c'est quelquefois un peu plus compliqué. Donc le premier critère, c'est que c'est une volonté répartitrice. Et dans la forme pure, sans libéralité même implicite. Et puis la deuxième caractéristique, c'est l'étendue de sa dimension patrimoniale. Dans un testament partage, on s'efforce de régler de manière assez synthétique l'intégralité, enfin la répartition de l'intégralité de ses avoirs. Et puis maintenant, pour ce qui est de ses effets, en principe toujours, il détermine seulement ceux d'un partage, c'est-à-dire il procède à des allotissements des bénéficiaires. Quelle est donc sa nature ? D'une certaine façon, si ça n'était qu'un acte répartiteur, le testament partage ne justifierait pas sa qualité de libéralité partage. Si on y réfléchit, dans la mesure où le testament partage ne traduit pas toujours un vœu exactement égalitaire, eh bien, il se peut qu'il répartisse des lots qui sont totalement inégaux les uns et les autres. Par conséquent, il existe dans la réalité, dans la pratique, deux sortes de testaments partage. Une première catégorie, ceux qui entretiennent l'égalité des héritiers, c'est-à-dire qui se bornent en fonction de leur vocation ab intestate à désigner les biens qui composeront leur lot. Et puis, seconde catégorie, ceux qui organisent l'inégalité. Et parmi ces derniers, ceux qui organisent l'inégalité, il y en a encore deux catégories. Première catégorie, ceux qui vont respecter la réserve héréditaire. Seconde catégorie, ceux qui organisent une inégalité, qui exposent les lots de ceux qui ont été le mieux lotis à être éventuellement tempérés par l'exigence d'une réduction en valeur. Alors vous voyez, dans le second cas, c'est-à-dire toutes les fois que les lots sont d'origine et volontairement, puisque c'est une question de volonté, inégaux, eh bien, il y a une coloration libérale qui suffit, à n'en pas douter, à justifier la qualification de libéralité partage. Ça dit au passage, la question qu'on peut se poser et qui n'est pas beaucoup agitée est de savoir si les lots du testament partage
sont attribués en avance de part ou par préciput. Là aussi, la chose est un peu compliquée parce que si on s'attache à la forme testamentaire, on aurait plutôt tendance à considérer qu'ils vont être considérés hors part. Si on s'attache à la qualité d'attribution de biens, on pourrait se dire que ça penche plutôt vers l'avance de part, c'est-à-dire ça doit plutôt être imputé, puisque ce sont des questions d'imputation dont on parle ici, sur la réserve individuelle des copartagés, parce que copartagés ils sont. Alors vous savez qu'Atala s'était posé la question dans son ouvrage du lendemain de la Réforme, et il disait, je crois que c'était assez sensé, que quand on a affaire à un testament partage qui allotit plusieurs enfants sans exprimer de volonté préciputaire, il faudrait présumer l'avance de part. Autrement dit, il faudrait partir de ce principe. On pourrait aussi proposer autre chose, qui consisterait à dire que si on a affaire à un testament partage qui exprime un vœu égalitaire, eh bien, on va considérer que la volonté du décujus en fait quelque chose qui doit être imputé prioritairement sur la réserve, alors que si ça exprime au contraire depuis l'origine une volonté de répartition inégalitaire, il faudrait commencer par imputer ça sur la quotité disponible. Après, la solution, ça serait que... Ça serait éventuellement que le notaire, dans l'acte, précise exactement la qualification, donc par une stipulation appropriée, justement, qui traduirait l'intention du testateur copartageant. Voilà, ça pourrait être une des solutions quand on constitue un testament partage. Alors, quels sont les mérites et quelles sont les faiblesses pratiques du testament partage? Le testament partage, c'est un acte autoritaire, on l'a vu, mais c'est un acte autoritariste. Donc, c'est le revers de la médaille. Alors, c'est un acte autoritaire, pourquoi? Eh bien, parce que c'est la volonté ferme du décujus qui procède, et il est d'autant plus autoritaire qu'il est inégalitaire, bien sûr. Mais dans tous les cas, le fait de désigner un lot en nature à chacun témoigne d'une véritable autorité du décujus. Et puis le but, c'est d'étouffer dans l'œuf tous les conflits qui peuvent naître et de pratiquer un partage sans réplique. Bien sûr, c'est en présence d'un réservataire que l'autorité s'exprime le plus, puisque le réservataire, il va se voir assigner pour composer sa réserve, le cas échéant, des biens désignés. Alors, quel est l'inconvénient? La contrepartie, c'est que c'est un carcan impitoyable. Et ça, c'est le principal défaut du testament partage. Il y a dans cette salle des universitaires qui aiment les testaments partage, y compris transgénérationnels. Mais moi, je trouve que c'est quand même un peu autoritaire tout ça, le testament partage transgénérationnel. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que, évidemment, vous le savez, celui qui renonce au testament partage renonce à ses droits dans la succession. Ce qui peut poser problème parce que de temps en temps, les lots ne conviennent en réalité à personne, et dans ce cas-là, on est obligé de procéder à des échanges. J'ai rencontré dans un dossier des gens qui étaient littéralement ligotés par un testament partage, et ce testament partage décevait tous les allotis. Ils pleuraient en chœur. Mais ils ne pouvaient pas renoncer, parce que sinon ils auraient perdu tout droit, évidemment, sur les biens existants. Donc ils ont cherché des échappatoires. Alors quelle est la solution? La solution, c'est un abonnement. Si quelqu'un vient faire chez vous, notaire, un testament partage, eh bien il faut qu'il s'abonne. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se livre à une mise à jour permanente. Il faut qu'il fasse de temps en temps faire la révision du testament partage, comme il ferait la révision de son véhicule automobile, pour vérifier que c'est bien à jour, que c'est bien en accord avec, d'une part, la situation des allotis, qui peut avoir changé, tel qui habitait à Paris est revenu en province, et réciproquement, et puis avec surtout le patrimoine du décujus aussi, qui de son côté évolue constamment. Alors, que doit faire le notaire? Voilà la question. Alors justement, en votre qualité de notaire, cet abonnement qu'on vous préconise, c'est justement pour faire un petit peu le point sur la consistance du patrimoine du testateur, puisqu'il a une très grande liberté, ce testateur. Il peut tout à fait changer les attributaires, il peut vendre des biens,
il peut modifier les lots, et donc tout cela n'invalide absolument pas le testament de partage. Et donc, il peut même stipuler des biens qu'il aurait à acquérir, donc dont il n'a pas la propriété au moment où il rédige son testament de partage. Et donc, comme le disait Bernard Vareille, la consultation régulière auprès des praticiens permet justement d'avoir un petit bilan patrimonial qui est effectué pour s'assurer que le testament qu'il a rédigé est toujours au goût du jour. Le notaire aussi devra veiller à prévenir le client que si jamais une atteinte à la réserve est découverte au décès, il devra informer personnellement chaque héritier, justement qui est concerné, de son droit de demander cette action en réduction, donc par rapport à un lot qui excéderait la quotité disponible. Et enfin, on vous indique que vous devez prévenir le testateur copartageant de son impossibilité pour les bénéficiaires de revenir à la dévolution légale. C'est ce qu'on vous indiquait. Alors nous vous avons rappelé ce qu'est le testament partage en général, parce que, encore une fois, ça n'est pas de pratique courante de la part des notaires. Parlons maintenant de ce qui nous occupe, le testament partage transgénérationnel. Alors évidemment, vous avez vu le modèle de la transmission transgénérationnelle, il est inspiré de ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la donation-partage transgénérationnelle. Alors d'où sort-il? Parce qu'une partie de la doctrine avait prétendu que le testament-partage transgénérationnel n'existait pas. Eh bien, ce testament-partage transgénérationnel provient tout simplement de la jurisprudence. En effet, c'est vraiment la jurisprudence qui a créé le testament de partage transgénérationnel et non pas la loi, et plus particulièrement un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 7 novembre 2012, par la première chambre civile, qui a donc consacré ce modèle un petit peu original de testament de partage. Alors de quoi il s'agissait en l'espèce ? Eh bien, une personne avait rédigé avec son notaire un testament de partage, qu'elle avait d'ailleurs intitulé comme ça, dans lequel elle attribuait une partie de l'actif successoral à sa fille unique et une autre partie à ses petits-enfants, donc à ses 3 petits-enfants, sous forme de legs. Donc vous vous doutez bien que cette petite famille n'était pas celle de la petite maison dans la prairie et que la fille unique a invoqué la nullité du testament de partage au motif donc qu'il ne pouvait bénéficier qu'aux héritiers présomptifs, en vertu justement de l'article 1075 du Code civil. Alors elle a été déboutée en appel, elle a formé un pourvoi en cassation qui a rejeté son pourvoi. Sur quoi se sont appuyés les juges ? Eh bien sur un argument exégétique qui est celui que vous connaissez sûrement, ubilex non distinguit, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. En effet, les articles 1075 et 1075.1 du Code civil, qui sont relatifs aux dispositions générales applicables aux libéralités partage, n'introduisent aucune distinction, que ce soit pour les donations de partage ou pour les testaments de partage. Et donc, la Cour de cassation en a déduit que le transgénérationnel n'était pas circonscrit aux donations de partage. Que faut-il penser de cette audace? Si vous examinez la doctrine, elle est, comme on dit, partagée. Il y a une doctrine descriptive, d'une certaine manière, qui nous dit ça existe, on peut donc s'en servir. Et il y a une doctrine approbatrice qui dit c'est un outil très efficace. Et il y a, majoritaire me semble-t-il, mais la question n'est pas là, une doctrine critique. Alors, que faut-il penser donc de cette audace en théorie comme en pratique? Si vous voulez, ce qui fait la stabilité de la donation-partage transgénérationnelle, c'est l'accord de volonté. À un moment donné, tout le monde est réuni sous l'autorité du père de famille ou de la mère de famille, voire des deux, dans la conjonctive. Et cela, c'est ce qui fait cruellement défaut à ce testament-partage transgénérationnel. D'un côté, il est autoritaire du côté des allotissements, et puis de notre côté, évidemment, il ne recueille pas, à un moment donné, l'accord de toutes les volontés concernées. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de pacte familial, c'est ça le fond du problème. Mais en même temps, il y a une volonté autoritaire de répartition des choses. Et, alors, sans le critiquer exagérément, nous attirerons votre attention sur 2 éléments
qui paraissent importants à garder en tête pour déterminer quels sont les cas où on pourrait songer à en faire usage. Le premier élément, c'est sa fragilité consubstantielle, et puis peut-être le deuxième élément, son utilité marginale. Fragilité consubstantielle pour commencer. Est-ce qu'il ne cumule pas les deux inconvénients du testament, son support, et de la donation en partage transgénérationnelle, son modèle? Écoutez, la question se pose. Il y a un premier élément qui est le défaut de consensus stable. C'est la première remarque que nous voulons faire pour faire valoir cette fragilité. Et puis nous verrons qu'il y a une absence d'attribution définitive. C'est le deuxième aspect de tout ça. Alors, un défaut de consensus stable, c'est très simple, c'est un rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous manqué permanent des volontés autour de la répartition de ces biens. Et nous allons comprendre pourquoi, parce qu'il s'agit en réalité de réaliser un consensus par-delà la mort sur ce que, autoritairement, le décujus a voulu faire. Or, comme vous le savez, on n'a pas toujours la même révérence à l'égard des défunts que celle que l'on avait à l'égard des personnes vivantes bien présentes et qui étaient capables de parler fort. Alors, quel est le problème? Eh bien, le problème, nous allons le voir, c'est qu'il y a une volonté unilatérale, impérieuse mais éteinte, et puis de l'autre côté, un simple espoir de consensus. Je te passe la parole pour nous développer ça. Donc la volonté unilatérale impérieuse qui donc est éteinte forcément puisque le testament se dévoile à l'ouverture de la succession, c'est-à-dire donc une fois l'influence morale du décujus terminée. En votre rôle de notaire, il est donc très important de connaître l'environnement familial du client qui vient vous voir et de le déconseiller de faire ce testament partage très contraignant si justement il est un moyen de devenir une guerre générationnelle au décès. Et donc, il faut vraiment insister sur le fait que ce testament de partage transgénérationnel est là pour désamorcer les difficultés au règlement de la succession en évitant une indivision et non pas d'en susciter de nouvelles. Vous trouverez dans le juris classeur, la formule différents partages testamentaires, des clauses qui sont assez bien rédigées et qui expriment un petit peu la volonté que la personne a voulu laisser. Donc vous pouvez trouver par exemple une égale affection que vous pouvez porter à mes enfants, à mes petits-enfants, qui aurait conduit la personne à composer des lots aussi égaux que possible en valeur et à répartir équitablement ses biens, ou justement insister sur le fait que c'est pour prévenir des sujets de dissension ou des hésitations et des contestations qui pourraient naître à ma succession et pour éviter d'avoir recours à un partage judiciaire. Donc vous avez compris que la sémantique, lorsque vous allez rédiger l'acte de partage avec votre client, est très importante. Il ne faut surtout pas de formule dans laquelle vous pourriez laisser un doute, par exemple, au bon vouloir de mes enfants ou de mes petits-enfants qui pourraient partager. Ça, c'est vraiment à bannir. Parce que le testament de partage, justement, reste cet acte unilatéral qui fait défaut de l'accord de la génération intermédiaire qui s'effacerait au profit de ses propres enfants. D'ailleurs, cet enfant-là n'est même pas informé du testament puisque c'est un acte secret et donc qui reste totalement à la discrétion de son rédacteur. Et donc cette répartition qui finalement est imposée par-delà la mort du décujus, elle est assez radicale. Donc vous ne pourrez pas complètement avoir recours au cantonnement, ce n'est pas possible, ni même à l'aménagement du partage qui a été prévu par le testateur. Ça, c'est impossible également. Donc c'est, comme disait Bernard Vareille, à prendre ou à laisser. Donc cette volonté unilatérale impérieuse qui est terminée laisse peut-être un espoir de consensus, parce qu'il y a quand même des familles où le consensus va pouvoir être trouvé après le décès. Et donc ce consensus familial, il pourra être obtenu sur 2 générations. Donc en pratique, le testament partage transgénérationnel ne pourra pas empiéter sur la réserve des enfants, donc de la génération G2 intermédiaire, à moins que 2 possibilités. Ces derniers y consentent, c'est toujours possible, on l'a vu, de consentir à une atteinte à sa réserve une fois que la succession est ouverte. Donc ce sera un acte de consentement à exécution du testament de partage transgénérationnel, que ce soit une atteinte totale à la réserve ou une atteinte partielle au profit de ses propres enfants, ou alors il aura pu y avoir un consentement préalable par une rare. À défaut, le testament de partage transgénérationnel pourra être écarté pour ce qui concerne les attributions à des non-héritiers
ou alors contesté au titre de l'action en réduction. Il est assez rare dans la pratique que le testament partage, qui vaut partage, contienne déjà à lui tout seul toutes les clauses pour pouvoir être publié telles quelles à la publicité foncière. Donc le notaire qui aura un testament partage entre les mains et qui viendra à régler la succession devra donc bien sûr rédiger l'acte de notoriété. Alors le but de cet acte de notoriété ici, ce sera de vérifier les héritiers réservataires et surtout de vérifier qu'il n'y en a pas un qui a été omis ou évincé au profit de sa souche, et de faire éventuellement une attestation de propriété suite au testament partage si le testament partage en lui-même ne contient pas toutes les mentions pour pouvoir être publié au service de la publicité foncière, puisque le testament partage n'est testament que par la forme, il n'est rien d'autre qu'un partage.